Salut Jérémy. Salut Nicolas. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le mercredi 29 octobre 2025 et j'ai le plaisir de recevoir dans le podcast Jérémy Lacoste d'Eskimos. Jérémy, c'est un vrai plaisir, tu es peut-être une des stars françaises du GEO, en tout cas c'est un des sujets qu'on veut absolument aborder avec toi aujourd'hui. Euh, on a commencé à en parler un petit peu dans un épisode précédent, mais peut-être plus sur des questions de marque. Aujourd'hui, Eskimos, acteur incontournable du SEO, on est très curieux de savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous faites sur le GEO, comment ça se passe, quelles sont les tendances, si tu peux nous donner quelques vrais conseils pratiques, parce que on est un petit peu perdus tous à ce niveau-là. Normal, on est sur quelque chose d'expérimental, mais les recours qu'on a, c'est plutôt bon bah il faut être bon sur Wikipédia ou sur Reddit pour bien remonter dans le chat GPT. Je suis certain qu'un expert comme toi a des recos beaucoup plus fines à nous donner. En tout cas, merci d'être ici. Merci pour ton invitation. Euh, Jérémy, donc toi, aujourd'hui, tu te diriges Eskimos. Euh, Ça fait combien de temps que tu es dans la boîte et dans cet univers du SEO et maintenant du GEO, si on peut dire? Bah, c'est assez récent, moi je suis arrivé donc en janvier de cette année pour prendre la direction effectivement générale de la partie France. Parce Mhm. que Skimo c'est un groupe européen. Et sinon ça fait 15 ans que je travaille dans le marketing digital, donc une partie en agence dans laquelle j'ai fait mes armes, une partie chez annonceur, donc ça permet d'avoir une vision un peu complète finalement des points de tension, de friction, et puis des attentes finalement des deux parties, pour essayer Ouais, de réunir le meilleur des deux mondes aujourd'hui. excellent. Donc, t'es arrivé quand même après ChatGPT. C'est ça. Est-ce que pour toi, il y a eu un mouvement avant, après ChatGPT? Comment est-ce que tu vis cette révolution? Bah, dans nos métiers, effectivement, donc ChatGPT c'est 2022, hein, si j'ai pas de bêtises, fin 2022. Euh, C'était un objet de curiosité. C'était un objet effectivement de d'amusement un peu personnel, chacun dans son coin faisait ses petits trucs, etc. C'est devenu un enjeu opérationnel et d'entreprise cette année, en tout cas dans les métiers du marketing. Avant, D'accord. honnêtement, il y avait pas de business, il n'y avait pas de marché. C'était, voilà, on faisait des POC, on s'amusait. Et même quand je suis arrivé en janvier, moi, typiquement, un des métiers sur lesquels on opère, nous, c'est de la production de contenu. La production de contenu a vocation, effectivement, ensuite à être indexé sur Google et donc à rendre visible le site du client sur Google. Historiquement, ce contenu-là, il est produit par des rédacteurs. Et donc, très vite, on a proposé de dire, bah, une partie de ce contenu peut être produit par des outils d'IA, que ce soit la partie brief, donc création du squelette finalement, la partie planning ou la partie rédactionnelle. En Hmm. janvier, sur Q1, il y avait une réticence assez forte du marché. Il y avait très peu d'acteurs qui disaient OK, on se lance là-dessus. 6 mois après, changement complet de mentalité. Et là, on a franchement, sur trois quarts des appels d'offres, c'est même une condition sine qua non de dire proposez-nous du contenu produit par l'IA. Donc en 6 mois, et c'est vrai qu'on dit ça va vite, mais là c'est factuel, hein. En 6 mois, il y a eu un shift qui s'est opéré. Et le deuxième Mhm. shift qui s'est opéré, c'est à partir de l'été, dans 100% des appels d'offres sur lesquels on est sollicité, donc nous on est sollicité beaucoup sur les problématiques de visibilité sur les moteurs de recherche classiques, hein, Google, etc. On a toujours maintenant une ligne qui se rajoute en disant je veux également être visible sur la partie Géo ou sur ChatGPT, en tout cas c'est formalisé de cette façon, qui fait qu'aujourd'hui ça devient quand même un élément assez incontournable dans le schéma d'attente et d'intervention finalement des agences comme la nôtre. Mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce que, bah, en vrai, les premiers, qui se sont saisis, je l'ai vu, les premiers qui se sont saisis de ChatGPT, c'était les ghostwriters, les copywriters, ceux qui vraiment, alors excusez-moi pour l'expression, mais qui, entre guillemets, presque pissaient du texte, enfin voilà, eux, ils sont arrivés très très tôt sur ChatGPT. Ils étaient déjà presque sur GPT-2 ou sur des outils comme Rately qui utilisaient des modèles GPT avant ChatGPT. Et ensuite, après, il y a eu tu parlais de vague, il y a eu aussi une petite vague où on disait non, mais on veut pas s'en servir, ou ça marche pas suffisamment bien, ou alors même, il y a eu des bruits à une époque comme quoi le contenu de ChatGPT était détecté par Google et que, en fait, ça nous faisait, ça faisait baisser dans le page rank et dans l'algorithme. Ça, donc, on en est revenu, quoi, en fait. On en est revenu et en fait, il y a. Alors, pourquoi effectivement pourquoi les ghostwriters s'en sont emparés, c'est parce que bah, eux, ils ont un enjeu de scale. C'est-à-dire que grâce à cet outil, ils peuvent gérer non pas deux clients, mais peut-être en gérer 10, 20, etc. Et cetera. Et donc, ça permet aussi de baisser les barrières à l'entrée pour leurs clients.
Là où nous, effectivement, agence Search, nous, Eskimo, c'est 250 personnes, 1000 clients actifs. Ouais, L'enjeu, il est évidemment de croître, mais surtout de proposer une prestation de qualité. Et donc, les annonceurs avaient un blocage mental, mais qui n'existe plus, de dire est-ce mmh, que je suis prêt à déléguer, externaliser ma production de contenu à une IA dont je ne maîtrise pas finalement les tenants et aboutissants et dont finalement je n'ai pas la main mise sur l'arc narratif qui va être proposé. Et le deuxième blocage, tu l'as dit, et c'est exactement ça, c'est que Google, à la manière de comment communique Google, c'est-à-dire toujours de façon hyper cryptique, c'est qu'a quand même dit bon bah le contenu IA, on va peut-être le pénaliser ou en tout cas on va peut-être lui accorder un niveau de crédibilité qui va être moindre qu'un contenu humain. Ça, ils en sont revenus. ouais. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, finalement, bah, ce que dit Google, c'est dire on va juger de la qualité intrinsèque du contenu, peu importe la manière dont il a été produit. En revanche, moi, ce que je constate, d'après nos chiffres, et il y a une étude qui est parue aussi là-dessus, c'est que le contenu IA, aujourd'hui, a un potentiel de ranking à la fois qui est un peu moins bon que le contenu humain, et surtout un peu plus volatile. Mmh. Ma conclusion, ce n'est pas que ce contenu-là, il est intrinsèquement nul, c'est que je pense qu'on est moins exigeant aujourd'hui avec du contenu IA qu'avec du contenu humain. Et je le vois bien, moi, avec les annonceurs avec lesquels on travaille. Sur du contenu rédactionnel, ils vont faire beaucoup de retours, etc. Ils vont être très minutieux et le rédacteur va être beaucoup challengé, et nous aussi, on va beaucoup changer. Sur du contenu IA, on va être peut-être un poil moins regardant. Et donc, bah, à la Mmh. fin des fins, effectivement, on a peut-être quelque chose qui est un peu différent en termes de qualité, mais je pense qu'il est moins lié à l'outil plutôt qu'à l'usage qu'on en fait, et en tout cas à, Sûr. à la qualité des retours et à la pression qu'on y met. Alors, merci Jérémy. Donc ça permet de rappeler à tous nos auditeurs, mais ils le connaissent, à nos spectateurs maintenant, parce qu'on se déplace à fond sur YouTube, ils connaissent la règle, hein, relecture systématique des contenus qui sont générés par l'IA. Donc, et peu importe ce qu'on veut en faire, il faut forcément que ce soit quand même relu par un être humain. J'aime bien quand tu me parles de la stratégie de Google un peu cryptique qu'on a pu connaître sur les changements d'algorithme. Et tu connais ça mieux que moi, de PageRank. Puis une époque, ça devait être Google Panda pour les plus anciens. Euh, et en vrai, en y réfléchissant, en parlant avec toi, je me dis que c'est tout à fait possible qu'il y ait eu une petite stratégie défensive de Google pendant quelques mois sur les contenus générés, quand ils avaient un peu du mal à trouver leur place, leur marque par rapport à ChatGPT. C'est sûr que dire ça, bah, grosso modo, ça pouvait un petit peu, en tout cas, freiner le développement de ChatGPT, quoi. Ouais. Freiner l'adoption, bah, après, bon, bah, il y a un chiffre qui est tombé il y a une semaine ou deux qui dit que grosso modo aujourd'hui, plus d'un contenu sur deux qui est indexé sur le web est aujourd'hui produit par l'IA. Et on sait que les moteurs LLM, en fait, ils sont alimentés par d'énormes bases de données. Leur base de données, c'est notamment l'index Internet. Et donc, si cet index Internet passe du contenu 100% humain à de plus en plus de contenu qui est finalement généré par l'IA, moi, je fais même l'hypothèse à c'est que je pense que peut-être que dans un an, 2 ans, 3 ans, ce sera presque un handicap d'avoir la rédaction humaine parce qu'elle ne correspondra pas au schéma d'interprétation et au modèle de données sur lequel travaillent finalement ChatGPT, Gemini et compagnie. Waouh! Alors ça, bah, peut-être qu'au bon, là, tu nous ouvres une porte passionnante. Et on va en reparler tout à l'heure. Mais tu as raison par contre de rappeler qu'il y a cette étude qui est sortie sur des contenus textes, 65 000 articles analysés. On vient de comprendre en fait qu'on était passé de l'autre côté. Il y a plus de contenus qui sont générés par l'IA que de contenus qui sont réalisés par l'être humain. Et donc ça c'est une période, un grand switch en effet. Ça, c'est assez phénoménal. Jérémy, question traditionnelle. Je recommande à tout le monde de te suivre hein, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Tu es excellent. Moi, je m'informe beaucoup grâce à ton contenu, en tout cas sur ces sujets GIO. Mais quels sont, toi, les outils que tu utilises au quotidien sur l'IA? Quels sont tes outils préférés? Et est-ce que tu as un petit secret à nous révéler par rapport à ça? Et Ouais, bah, ça dépend. au passage, au niveau Eskimo, si tu peux nous dire ce que vous utilisez, ça nous intéresse aussi. Ouais, ouais, bah, alors, plusieurs typologies d'usage, hein. Sur la partie perso, moi, je suis assez friand de ChatGPT. J'utilise beaucoup. Par exemple, je viens d'avoir un enfant, un deuxième enfant. Et donc, sur la partie médicale, honnêtement, il y a plein, comme tous les parents, je suis un peu stressé sur Ouais, quand est-ce qu'il faut passer à la diversification, pourquoi il y a une tache rouge qui vient de se développer sur le front, etc. Donc, et je bien trouve que sûr. l'outil est assez, et en tout cas, le niveau de réponse est assez phénoménal en termes de qualité. Et surtout, il y a beaucoup de guillemets. C'est-à-dire que
il prend beaucoup de précautions, etc. Et ça, j'aime bien. C'est-à-dire que ça permet effectivement d'éviter le côté panique morale qu'un jeune parent peut avoir comme moi. Euh, Et Fidjissimo a dit récemment, hein, la nouvelle boss des ouais. applications, qu'en plus, le médical qui traitait pas trop avant, qu'aujourd'hui, il s'interdisait plus du tout de le traiter, au contraire, que c'était une vraie piste de développement. Donc, on pouvait compter de plus en plus sur ChatGPT pour nous aider. Ouais, ouais, tout à Tout fait. à fait. Bah, ils copient, alors je sais pas si on peut dire copier, mais en tout cas, je trouve ils prennent un peu la tangente qu'a pris Claude de dire on va se Mm. verticaliser sur des industries très fortes et essayer de taper le B2B. Alors, ChatGPT, c'est peut-être son ambition d'être sur le B2B, quoique. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon axe de dire bah, ok, on a une IA générative un peu grand public qui a un niveau de qualité qui est assez phénoménal, mais on va quand même essayer d'aller taper différentes Ouais, industries. ouais, Et je bien pense sûr. qu'il y a eu l'industrie de l'emploi aussi sur laquelle ils veulent monter. Et donc ça, c'est une Ouais. bonne approche. Pour répondre à ta question, sur la partie pro, bah, moi j'utilise un bundle de GPT, Gemini et Claude. Gemini très fort parce que Gemini c'est du Google et moi une de mes fonctions c'est faire en sorte que les marques soient visibles sur Google à la fois en organique et à la fois en paid, donc SEO SIA. Et je trouve que sur ce type de reco, c'est le modèle qui a le meilleur niveau de qualité de réponse. C'est normal, c'est Google et on demande à Google comment être visible sur Google, bah forcément ça fait des étincelles. Et Claude, on l'utilise, pardon. On le savait, et c'est ce que je conseillais aux clients. On se disait, bah oui, Google, en effet, bah, c'est eux qui ont le PageRank, c'est eux la grande C'est ça. bibliothèque du monde. Mais toi, tu le ressens, vous voyez, sur ton analyse. Quand Sur la partie SIA, je veux faire un audit SEO, par exemple, je demande à Google, tu considères qu'il est meilleur que celui de ChatGPT aujourd'hui, quand même. sur la partie SEO, honnêtement, c'est kiff-kiff. Par contre, sur la partie SIS, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que Gemini Ah est oui, 100 fois d'accord. meilleur que ChatGPT sur la Ok. profondeur, la précision des recommandations. Donc moi, c'est mon Hmm. outil, honnêtement, il est incontournable et sur lequel on a branché pas Ok. mal de workflows d'automatisation. Mhm. Et après, on a eu la partie Claude aussi. Bon, Claude très fort sur la partie code. Là-dessus, je pense que tous les invités le disent. Et nous, on a une application propriétaire. On a créé 8 outils. Donc les devs aujourd'hui bossent nuit et jour avec Claude. Ouais. Enfin, plutôt la journée, pas la nuit, même s'ils ont tendance effectivement à être flexibles dans leur façon de travailler. Et Claude, on l'utilise Attends, beaucoup sur la partie excuse-moi, web. Jérémy, tu as dit Ouais, pardon. très fort sur la partie, cold, tu as dit? Excuse-moi, ou Code, pardon. code? Ah oui, oui, bien La sûr, sur le génération code, code. Ouais, ouais. évidemment. Oui, oui, tout à fait. Ça, Et, c'est ouais. et très fort sur la partie génération de wireframe. C'est-à-dire que nous, par exemple, on va intervenir sur la recommandation de parcours client, etc. Mmh mh. Avant, on faisait des recommandations avec des fichiers Excel, tu vois, un peu très, très classique, un peu poussiéreux presque. En disant, ah tiens, telle page, faut changer le CTA, enlever l'étape du tunnel, etc. Bon, bah là, on le dit, et en fait, on l'exemplifie avec le partage du wireframe qu'on génère depuis Close, ce qui fait que le client, bah, il voit sa page optimisée avec nos recommandations avant même qu'il l'ait intégrée. Et au plus, ça lui permet de se projeter, de dire, ah oui, c'est pas con ce qu'il propose en termes de recommandations. Et donc ça nous permet tu vois, de proposer une expérience un poil plus premium que ce qu'on faisait avant. Ah, alors ça c'est fascinant, Jérémy, parce que, moi comme toi, donc j'ai travaillé aussi sur des wireframes, et je sais que c'est en vrai, c'est quand même quelque chose qui pouvait être assez fastidieux. Alors il y avait un côté, fascinant, plaisant, on avait l'impression d'être un peu des architectes, d'une page internet, mais c'est vrai que ça prenait des plombes. C'est Claude avec les dashboards interactifs qui te fait le wireframe? C'est ça que tu utilises? On a une... je saurais pas te dire dans le détail en fait si tu veux, mais c'est-à-dire on a créé une sorte, je vais dire un GPT mais donc sur version Mmh. Claude, où effectivement on a un protocole de différentes questions, l'objectif effectivement de la page, comment se positionne le client, etc. On a intégré aussi bah, les MCP parce que bah, on veut pas travailler sur de la donnée fictive, on veut travailler sur les données marché qui sont partagées sur la partie SEO. Donc on a intégré les MCP SEMrush, SimilarWeb qui sont des outils SEO qui nous permettent des données. Et en fonction de ça, effectivement, on va intégrer l'URL en question, l'objectif de la page, et lui dire bah, voici un peu les 5 directions artistiques slash UX qu'on veut donner à cette page. Et il nous génère Mmh. effectivement cette proposition de wireframe. Ouais, mais ça, c'est excellent. Alors, il y a une fonctionnalité que peut-être tu connais, mais je trouve qu'on en a très peu parlé. C'est justement, tu parlais de MCP, mais il y a un MCP Figma avec Claude. Et alors, je ne sais pas si tu as vu ça, mais là, c'est assez incroyable, hein. Ça veut dire que là, tu peux demander à Claude avec le MCP Figma de te reproduire à l'identique n'importe quel site. Et grâce à ce MCP Figma, en fait, il est capable de tout comprendre sur le site, le HTML, le CSS, les images. Et moi, je l'ai testé. Sincèrement, tu peux arriver à 90, 95% de copie exacte sur une page internet. C'est fou. Ouais, c'est incroyable. Et après, ce qu'on utilise, c'est alors c'est pas un LLM, c'est un outil qui s'appelle
GenSpark, qui est un outil qui permet d'automatiser la production de slides. Alors, nous, c'est un enjeu, tu vois, on est une agence, comme un cabinet de conseil, on produit énormément de slides, très chronophages, qui est quand même une fonction qui est pas très stimulante intellectuellement, si tu veux, pour la majorité des collaborateurs. Et donc, bah, des fois, de façon très primaire, on doit partager une roadmap, partager des trois quick wins, etc. Et donc, on utilise GenSpark pour faire gagner un temps fou à la fois à la fonction commerciale et à la fonction consultante, et à la fois à la fonction design. Avant, c'était le commercial, le consultant qui faisait les slides, et après, il y avait une repasse design. Bon, bah là, aujourd'hui, il balance ses trois idées, etc. Et la structuration, t'as une première couche qui est formalisée, puis après, t'as le design qui repasse avec son coup de pinceau. Mais là, on gagne en réactivité et en qualité de façon assez incroyable. Ah mais c'est phénoménal et tu vois, j'en parle beaucoup ici. Je pense que GenSpark est un outil, dont on parle pas assez. C'est peut-être aussi une boîte quasiment sous-valorisée. On avait parlé de Manos à une époque, un super agent. GenSpark, c'est extraordinaire. Quand, OpenAI avec ChatGPT, ils nous disent qu'ils font des PowerPoint ou même Claude fait des PowerPoint, c'est pas au niveau de ce que GenSpark peut faire. GenSpark, on arrive, Gamma, on disait c'était le stagiaire un petit peu Ouais. de la réalisation de présentation ou celui qui sort d'école de commerce. GenSpark, en vrai, si tu le promptes bien, tu peux arriver sur quelque chose qui prendrait 2 semaines, à la fois sur le contenu et sur la forme. On code les slides, donc il n'y a pas de limite de template, c'est phénoménal. Et donc là, entre eux, ben, les slides dont tu nous parles, et les wireframes, en vrai, c'est sûr que je vois un gain de temps colossal chez toi. C'est ça. Et Et puis dans... pour répondre à ta question, tu m'as posé la question sur Eskimos plus globalement. Aujourd'hui, donc moi je suis arrivé en janvier, en mars, j'ai pris la décision de créer des référents GPT dans chacune des équipes. Parce qu'avant c'était de la bricole, hein, pour le dire de façon rapide. Tout le monde testait dans son coin, mais il n'y avait pas de gouvernance, d'ambition un peu groupe, etc. Donc maintenant, on a 8 BU. Dans chaque BU, il y a un référent GPT. On a sanctuarisé du temps, donc on a enlevé de la prod une partie de sa semaine, et la personne doit bosser effectivement sur la création d'agents GPT qui doivent répondre à différents use cases. Donc aujourd'hui, voilà, on est en octobre, donc ça fait 6 mois à peu près. On a sorti une quinzaine d'agents GPT qui répondent finalement à des use cases très précis. Alors ça peut être des use cases très macro, type audit flash pardon, SEO, mais également sur un GPT par exemple sur l'automatisation du brief édito, la production de planning édito, la production aussi de contenu édito, la production de persona, la modification en masse de milliers de pages sur des sites e-commerce, la création de maillage interne, etc. Pareil sur la partie SIA, où on va variabiliser les annonces, faire de l'introduction automatique. Enfin bref, on a une quinzaine de cas d'usage qui Hmm. aujourd'hui tournent et sont en production chez un certain nombre de clients. Donc ça nous fait gagner effectivement à la fois en temps, mais mon objectif honnêtement, c'est que moi je vois l'IA pas tant comme alors, évidemment que c'est un gain de temps, et puis des fois il peut y avoir des calculs un peu pragmatiques de ressources en disant bah, ce que je fais avec l'IA, c'est avant je le faisais avec deux personnes. Et moi honnêtement mon enjeu il est pas tant là, il est plutôt de dire à quel point ça m'importait de délivrer une qualité de service supérieure à ce que je faisais avant. Et donc ça je pense c'est une vision plutôt long terme que j'essaie d'avoir en disant bah, toutes ces stacks technologiques et techniques que l'on crée, ça va nous permettre de garder les clients plus longtemps et puis surtout d'aller attaquer des clients enfin des prospects qu'on n'avait pas et sur lesquels il y avait un plafond de verre pour X et Y raison. Et donc là, on va proposer une qualité vraiment supérieure. Excellent, excellent. Merci de nous partager ces GPT. Avant, bah, j'adorais, il y avait un exemple, c'était Moderna. On disait Moderna, ils sont allés à fond, ChatGPT, ils ont fait un énorme accord OpenAI. On te disait que les équipes de Moderna avaient créé 700 GPT. Mais moi, et alors, vous déjà 15, c'est excellent, mais déjà, moi je sais quand je fais les formations, quand j'arrive vraiment à faire créer un GPT par une équipe, c'est un peu le Graal, parce que comme tu le dis, c'est une question de philosophie aussi. Et sans être dans le remplacement, leur montrer qu'on peut automatiser quelques tâches et gagner énormément de temps et de qualité. Moi, par exemple, là, pour faire des résumés de mes podcasts, j'ai un GPT qui me fait vraiment tout ce que je veux là-dessus. Je repasse dessus 10 minutes, 15 minutes à chaque fois pour fine-tuner, améliorer les choses. Mais quand on a un GPT qui fonctionne bien, on ne revient plus en arrière. Et ce qui est intéressant, je rajoute juste 2 points, je me permets, c'est Bien sûr. l'enjeu, honnêtement, j'ai l'impression que l'enjeu, il n'est pas tant technique, alors j'exagère en disant ça, mais il est vraiment taux d'adoption. C'est-à-dire que ces agents-là, ils existent. Et aujourd'hui, moi, là où je bute encore un peu, c'est faire en sorte comment l'ensemble de l'organisation s'empare de ces outils. Et je vois bien qu'il y a des résistances, c'est-à-dire qu'il y a des profils qui sont hyper preneurs, demandeurs, qui tout de suite, ah super, j'ai un nouvel outil qui va m'aider dans
ce que je produis, qui va me faciliter mon travail, qui va me permettre surtout d'être meilleur dans ma proposition de valeur, et eux, ils vont être remarqués. Et à l'inverse, il y a des profils, comme toutes les organisations, qui freinent des cas de fer, qui te disent, bah non, moi, ça fait 10 ans que je fais comme ça, et ça a toujours Mmh. fonctionné comme ça, et j'ai pas de raison de changer. Donc je pense qu'il est vraiment là, en tout cas moi, personnellement, mon enjeu de dire bah, comment j'embarque une direction, un collectif sur ce niveau-là. Et le deuxième point qui est assez changeant, c'est que grâce à l'arrivée de cette rupture technologique, bon, on voit qu'il y a des profils qui émergent, et notamment des profils très juniors, qui n'ont pas du tout OK. d'a priori, qui sont assez Ouais. neutres finalement vis-à-vis de la technologie, et qui ont dit, Mmh. bah, tiens, bah, ça c'est un outil qui va me permettre de gagner en efficacité, en robustesse, en précision, et qui aujourd'hui ont été promus chez nous, face à des profils peut-être plus seniors, plus en maîtrise, qui ont plus l'habitude de gérer des clients, mais qui ont peut-être moins ces talents d'aller vers le nouveau. Et donc c'est intéressant parce que ça redistribue aussi un peu les cartes, je trouve, dans les organisations. Ah bah, tu fais bien de nous dire ça, c'est plutôt rassurant, hein, par rapport à tout ce qu'on entend sur les, job entry levels, qui sont, menacés, on pourrait presque quasiment parler de temps en temps, enfin, il y a des on peut parler d'une génération sacrifiée, enfin, on a peur de ça en tout cas, Tout à fait. donc c'est très positif que tu nous donnes, cette information. Jérémy, alors, petite question pour toi aussi, tu es très bien placé pour le savoir, on veut du croustille, on veut de l'info. Quelles sont les marques, qui, prennent les devants ou qui te semblent ressortir le mieux aujourd'hui, dans, le JO avec ChatGPT? C'est quoi les marques que tu as en tête par rapport à ça, que tu accompagnes ou pas? Ouais. Et ben, je vais te décevoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de marques aujourd'hui qui ont pris les devants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore au stade embryonnaire où on se pose des questions. Alors, c'est identifié par tous les annonceurs que c'est un sujet qui est un sujet pérenne, qui est là pour la durée. On n'est Mmh. pas sur le Web3, on n'est pas sur la blockchain, on n'est pas sur le métaverse, on est vraiment sur un sujet de transformation et de rupture technologique très fort. Donc ça, quand même prise de conscience. Et Ouais. après, on est dans l'entre-deux pile où, pas moi cette phrase, mais il y a un philosophe qui disait l'ancien monde se meurt et le nouveau monde tarde à arriver. Et là, on est typiquement dans cet entre-deux où les marques, et notamment les marques françaises, où bah, enfin, je ne refais pas le contexte économique, politique qui est pas le plus optimiste pour nous, fait Mmh. elles n'arrivent pas encore à franchir l'étape de dire on est prêt à sanctuariser du budget Ouais. pour se lancer sur ce nouveau canal et surtout à Mmh. sanctuariser des ressources. Donc nous aujourd'hui on accompagne quand même une cinquantaine de clients juste sur ce canal-là, mais on est vraiment sur du POC, des premières actions, on commence à mesurer, à itérer, on fait un test, etc. On n'est pas encore sur une roadmap et une stratégie dense et ambitieuse comme on peut l'avoir sur le SEO, sur lequel effectivement c'est un marché très mature. Donc la bonne nouvelle c'est que je le dis souvent, je pense à l'époque, on est en 2018 pour TikTok, grosso modo. C'est-à-dire que la moindre marque qui se lance, pour le minimum d'efforts, elle va être numéro un, très rapidement. Ah ouais. Et à telle enseigne qu'on a sorti des baromètres géo sur Ouais. 9 industries là, il y a 2 3 semaines. J'ai vu, bien sûr, C'est bravo. 1200, 1000, donc on a passé l'été, tu vois, on était studieux, notamment l'équipe marketing chez nous. On a audité 1200 marques. Et en fait, les marques leaders, elles le sont, mais un peu à leur dépense, c'est-à-dire que sans en avoir pensé leur stratégie. Je prends l'exemple du prêt-à-porter. Les marques prêt-à-porter, c'est un secteur sur lequel il y a beaucoup de concurrence. Les marques sont très visibles. Et les marques qui sont très visibles sont les marques dans le sportwear, c'est les Adidas, les Nike. C'est des marques qui n'ont pas lancé de roadmap proactive pour être visibles. C'est parce qu'elles sont incontournables, elles sont top of mind et donc forcément elles ressurgissent. À l'inverse, il y a des secteurs qui sont très frileux. Banque assurance. Secteur média aussi. Secteur média, il y a beaucoup d'acteurs. On a Bien sorti le sûr, baromètre qui m'ont contacté en direct en disant mais Jérémy, pourquoi mon média est identifié alors que nous on a refusé bien sûr, le passage des robots oui. LLM sur nos sites. Et sauf ils n'ont pas compris la différence entre le fait d'être cité et le fait d'être sourcé. Si tu refuses, si tu indiques à ChatGPT je veux pas que tes robots passent sur mon site, tu ne deviens pas une source. Par contre, il n'empêche que tu peux quand même être cité par une source tiers qui, elle, accepte les robots GPT. Donc il y a aussi un peu une méconnaissance, tu vois, sur comment fonctionne. Autant sur Google, c'est Attends, plutôt une assez source connu. tiers? Non, mais parce que ça, c'est très intéressant. Enfin, je connais cet exemple. J'ai formé pas mal de médias et en effet, j'en ai vu beaucoup il y a 2 ans qui C'est ça. s'enorgueillissaient, où tu vois, les équipes techniques disaient: «Non, mais nous, on vous rassure, on bloque les robots, donc ChatGPT s'entraîne pas sur notre contenu». C'est une position morale, quoi, quasiment. C'est voilà, nous, ouais, Exactement, et ça correspondait à un moment ouais. où il voulait surtout aussi sortir une charte de l'IA, hein, en tant que journaux, que quotidiens. Donc ça, je l'ai vu. Mais attends, tu peux nous refaire la distinction que tu disais sur le fait d'être cité Oui. ou la suite? Donc, merci, parce que Je c'est prends, je intéressant. prends l'ex- je prends l'exemple. Donc j'ai eu un échange pas plus tard qu'il y a une semaine avec un média quotidien plutôt situé à gauche qui m'a dit je comprends pas, on est top 5 dans les marques citées.
Alors même qu'on bloque les robots de ChatGPT, Claude, Oui, Gemini, etc. Sauf qu'effectivement, il n'y a pas de crawl qui est fait par ces LLM sur leur site. oui, Donc ils ne sont pas de source, ils ne deviennent pas une source de vérité, une source de mmh, données finalement sur lesquelles on pouvoir puiser ces LLM. En revanche, bah, ces LLM, ils vont bien sur d'autres sources. Et donc, s'ils vont pas sur ce média, ils vont peut-être sur Le Monde, sur Le Figaro, sur Wikipédia, comme tu disais, ou sur des forums, etc. Et ben sur toutes ces sources-là, peut-être que ce média-là est cité ouais, parce bien sûr. qu'ils ont publié l'enquête, etc. Et donc, bah, grâce à la force finalement de leurs confrères, ils sont quand même apparus dans le top 3 ou dans le top 5 de notre classement. Donc c'est intéressant de Waouh! dire on ne veut pas jouer le jeu, mais finalement à la fin de défense, on trouve quand même à jouer le jeu d'une façon indirecte la visibilité sur les LLM. Ah oui, oui. Mais alors, tu vois, c'est une phrase de Ilya Sutskever que j'aime beaucoup là-dessus. Donc, ancien chief scientist d'OpenAI. Et je pense qu'elle s'applique à ce que tu dis là. Il dit l'IA, c'est comme la politique. Tu peux ne dire que tu veux pas t'en occuper, que tu t'en fous, mais il y a un moment, bah, tu vas voir par rapport à l'école de tes enfants ou la signalisation dans ta rue, quoi, si tu veux, ça va te retomber dessus cette politique. Et je pense que l'IA, c'est un peu pareil par rapport à ce que tu décris. C'est tellement important, tellement puissant, tellement autour de nous que même avec un effet indirect, en fait, ben, ChatGPT va avoir un impact sur nos vies. Euh, super, super intéressant. Jérémy, donc pendant qu'on parle de ça, donc des marques, tu disais, mais moi j'aime bien aussi ce que tu dis. Hein. Tu as raison de dire qu'on est en train de passer de l'expérimental à se mettre en ordre de marche. Parce qu'il y a plein de gens qui ont peur et justement qui s'arrêtent, qui n'y vont pas, en se disant qu'ils ont quasiment déjà raté le départ sur cette course de l'IA. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On est passé du bricolage, on commence à se poser vraiment des questions et à y aller. On est en train de vivre ce moment-là. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc les marques, au final, bah, les marques qui remontent bien, bah, c'est les marques connues qui avaient un bon SEO, qui faisaient déjà un travail. Donc ça, on voit qu'elles remontent dans le chat GPT. Les sources dont tu parles, c'est quoi les sources idéales sur lesquelles il faut travailler aujourd'hui pour être dans le chat GPT? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que ça dépend des industries? Ça dépend Wikipédia, totalement des. Ouais, ouais. etc. Ça veut dire quoi tout ça? Alors effectivement, donc, je pense que tu fais référence aux grandes études qui sont partagées, et c'est notamment des études qui viennent des États-Unis, et donc l'inconvénient de ces études, c'est qu'elles ont tendance à moyenniser les échantillons. Et donc, quand tu lis ces études, bah, tu l'as dit en préambule, c'est faut faire du Reddit et du Wikipédia, et il faut communiquer sur les médias américains. Alors déjà, ils sont américains, ces études, elles sont américaines, donc il y a un premier biais. Deuxièmement, Ouais, Reddit, moi j'ai toujours été pas récalcitrant, parce que c'est pas ma fonction, mais en tout cas de dire, attention, Reddit en France, c'est moins de division qu'aux États-Unis. Le bien contenu sûr. Reddit qui rank en France, c'est du contenu qui est traduit des États-Unis vers le marché français, donc il y a peut-être un décalage entre les sujets de préoccupation. Et surtout, Mmh. on a vu qu'en fait, dans les outils de mesure, on avait tendance à surpondérer Reddit parce que Reddit, c'était beaucoup de résultats qui apparaissaient entre la position 20 et la position 100 de Google. Et on voit que dans la façon dont fonctionnaient les outils de restitution, eh ben, ils avaient tendance à surpondérer ou à survisibiliser Reddit. En tout cas, à lui donner un poids qu'il n'avait pas. Donc je dis Mmh. juste, voilà, Reddit, c'est une feuille blanche à travailler, mais ça dépend aussi sur l'industrie, etc. En revanche, ce qui fonctionne, c'est quelque chose qui est complètement différent en SEO. Une équipe SEO, une équipe search, historiquement, elle travaillait quoi? Elle travaillait l'optimisation du site internet de son client ou de l'annonceur pour lequel elle travaillait. Basta. Mmh. Et ben ça, avec les LLM, c'est un paradigme qui saute. C'est-à-dire que le site de l'annonceur ou du client sur lequel on travaille, c'est une des composantes qu'il faut optimiser en référencement. Et après, il faut optimiser bah, tous les plateformes, en tout cas web, qui mentionnent la marque du client. Donc ça va être effectivement bah, les médias spécialisés, ça c'est un bon terrain de jeu. Donc pas trop grand public, c'est-à-dire que vaut mieux travailler les médias spécialisés. Donc si on est dans l'assurance, bah, on va D'accord. plutôt travailler l'Argus de l'assurance que le Figaro, par exemple. Voilà. Donc mettre l'accent sur des médias spécialisés, ça, c'est une reco en tout cas. Ouais, tout à fait. D'accord. Qui sont vraiment dans la Plus verticale. qu'avant dans le game C'est ça. Google, Avant, on cherchait basiquement à avoir un backlink, donc un achat de lien, et on récupérait un peu l'autorité d'un site A vers son site. Ça, c'est quelque chose qui est moins fonctionnel sur la partie LM. Ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir un article payé ou pas ouais, payé. ouais, Si c'est pas payé, tant mieux, mais en tout cas, si c'est ouais, payé, bah, c'est du RP, hein, classiquement. D'avoir bien un sûr. article, par exemple, de l'Argus, fait par l'Argus de l'assurance, sur Mhm. sa marque, ou en tout cas, ou sur une comparaison sur quels sont les meilleurs assureurs pour les jeunes diplômés, pour telle verticale, etc. Voilà. Et Ça, c'est de leur ça, embarque.
Mais ça, c'est de l'or en barre et c'est génial. Et il y a un côté presque un peu, tu vois, ironique ou paradoxal à se dire, en fait, tu vois, ChatGPT, l'IA et l'automatisation un petit peu va redonner plus de valeur quasiment au RP à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? Ou Exactement. au Moi, petit bloc de contenu, quoi. C'est moi, je marrant, pense quoi. que c'est une chance pour les médias. C'est-à-dire que les médias, ils étaient bien contents, avec la fin du print, ils étaient bien contents de trouver Ouais, Google qui leur donnait une source de revenus via la monétisation, etc. Mais bah, 20 ans après, ils se sont réveillés en disant, on a peut-être trop donné à Google et donc on est trop dépendant. ouais, Et ils ne savaient plus comment s'en sortir. Et là, je pense qu'ils ont une bouée de sauvetage avec l'IA, parce que bah, l'IA, effectivement, ça rend plus intéressant la partie brand content, la partie RP, la partie effectivement sponsorisation de contenu. Et en fait, on retourne un peu au marketing il y a 20 ans. Et quand je le dis, moi, c'est hyper noble dans ma bouche. C'est que je trouve c'est quelque chose qu'on aurait dû garder. bien sûr. Le job d'un directeur marketing, c'est pas d'aller chercher le revenu du lendemain, c'est de construire les modalités d'influence de la prise de décision qui fait que lorsque le client est en mode achat, il pense à ta marque et pas à celle du voisin. C'est exactement ça le job du CMO. Sauf Ouais. qu'on l'a un peu perdu de vue pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises. Et donc je pense que ça va nous obliger effectivement à réavoir ce radar en ligne de mire. Hmm. Et donc pour répondre à ta question, sur les autres acteurs à travailler, on a les forums. C'est-à-dire Ok. tout ce qui va être acteur où il y a du verbatim client, où il y a du partage Ouais. d'expérience, du retour d'expérience, de la notation. Ça, c'est des sources premium que vont utiliser les LLM, donc D'accord. travailler ces fiches sur Google D'accord. My Business, Ouais. les avis de notation, etc. Et la troisième source qui est quand même hyper féconde, c'est la partie réseau social. Ouais. Sur les réseaux Ah ouais. sociaux, il y a 2 ans, par exemple, Google a changé sa stratégie en disant maintenant on va accorder de la place sur la SERP, donc sur la page de recherche Google, au contenu des réseaux sociaux, ce qui ne faisait pas avant. Et comme on le sait, aujourd'hui, ChatGPT, etc. et compagnie, ils s'appuient beaucoup sur l'index Google. C'est-à-dire qu'ils vont Ouais. finalement aspirer cette information. Et donc, bah, historiquement, les équipes search, elles n'avaient pas trop leur mot à dire sur bah, qu'est-ce qui était dit sur TikTok, sur Instagram ou autre vis-à-vis de la marque. Et ben demain, je pense elles vont avoir l'intérêt stratégique à quand même travailler avec les équipes marque ou les équipes communication de la boîte pour qu'elles travaillent, pour dire bah attends, tout le contenu que vous produisez, ok, il est vu sur TikTok, mais aussi par ricochet, il est vu sur Google et sur les LLM. Et donc, il faut qu'on ait Et, notre mot à et dire. Meta a ouvert aussi là-dessus, justement, hein, on est Bah, d'accord. Instagram en juillet Ouais, 2025, notamment les pages publiques, d'accord. etc. Donc il y a tous les LinkedIn aussi, enfin il y a tous les acteurs X, etc. qui sont aujourd'hui visibles sur ces moteurs-là. Hmm. Ah OK, donc ça c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu penses de la, multimodalité? Je veux dire le fait d'avoir ta marque qui est citée, dans une vidéo YouTube, une vidéo Instagram. Alors, il y a les commentaires qui peuvent en parler, mais est-ce que la vidéo, elle est interprétée ou est-ce que tu penses qu'elle va être interprétée et permettre au LLM d'extraire de l'information dessus? Alors moi je parle toujours de Google. Ouais, Aujourd'hui, une page de recherche sur lieu de Google contient un élément créatif, bannière et ou vidéo, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, Google, on dit toujours, ah, c'est la fin de la page avec les 10 liens bleus. Bah ça, ça fait déjà longtemps que c'est fini en fait. Une page ah, Google, aujourd'hui, j'avais pas ça en tête. c'est Tu pas dis 10 liens bleus. Tu dis un lien de recherche Google sur 2. Une page de recherche où tu as 10 liens, dedans, Ouais. une fois sur deux, tu as des éléments créatifs, c'est un vidéo, bloc Waouh! image, etc. Et ça, Ah c'est wesh. pas mes chiffres, hein, c'est des chiffres de SEMrush qui sont visibles et qui sont mis à jour chaque mois. Donc, Ah voilà, OK. aujourd'hui, c'est déjà un média qui doit être pensé et intégré aux stratégies de référencement. Et Mmh. je ne parle même pas de Google Images, je parle même pas de Google Shopping qui mettent en avant ces médias-là, Bien sûr. multimodaux, comme tu l'as mentionné. Mmh. Et donc, par ricochet, encore une fois, ChatGPT, mais c'est vrai, par exemple, avec Gemini, hier, j'étais chez Google, fait une Ouais, présentation pendant 3 heures, etc. Ils nous ont montré un peu aussi l'évolution de Google iMode et Overview. Et en fait, ouais. sur les requêtes shopping, les requêtes transactionnelles, la Qu'on a partie toujours pas en France, hein, on qu'on est a toujours pas d'accord? en France, évidemment, le Ouais. village gaulois qui résiste. Et donc, Ouais. sur la partie Gemini, si tu veux, tu as 3 quarts de l'écran qui est pris par des vidéos, photos, créa. Donc pareil, c'est-à-dire que ça va devenir. Aujourd'hui, c'est encore assez loin des équipes search parce que ça fait 20 ans qu'elles travaillent sur du contenu textuel, rédactionnel, etc. Mais en fait, c'est déjà quelque chose qui existe aujourd'hui et qui demain va prendre de plus en plus de place. Donc le Mmh. multimodal, c'est vraiment un truc sur lequel il faut investir, ouais, clairement. Ah OK, super. Merci beaucoup Jérémy. Petite question sur ensuite, ben, le déplacement du trafic, on va dire. ChatGPT aujourd'hui, ben, c'est, 10 du trafic, mondial, là où c'était 1 il y a 2 3 ans. Donc on empiète un petit peu dans la part de marché de Google. Après tu l'as dit, hein, il y a ce AI Mode et cetera. Ce qui fait qu'au final,
en fait, il y a plein d'éditeurs de sites qui perdent beaucoup de trafic. On se dit que c'est même encore plus valable qu'en France où l'AI-mode n'est pas actif. Mais grosso modo, on peut parler de moins 30% de trafic sur des sites, des éditeurs Média, de ouais. sites, tous les médias, la cuisine, le cinéma, tout ce qu'on veut. C'est c'est colossal ce déplacement de trafic. Et pour info, hein, je rappelle pour nos auditeurs, j'ai un chiffre en tout cas là-dessus, c'est Google 13-14 milliards de recherches par jour. ChatGPT, quand même, 2,5 milliards de prompts par jour. Donc, c'est plus qu'une goutte d'eau. Comment est-ce que tu vois ce déplacement de trafic, Jérém? Ouais. Alors, plusieurs choses. Sur les 2,5 milliards, il y a aussi beaucoup de prompts un peu parasites, entre guillemets, qu'il faut pas considérer comme des requêtes, ou c'est des ah bah je te remercie, etc. Donc, il y a une partie ouais, D'accord. qu'il faut. En tout cas, la tendance, elle est là. Nous, on publie un baromètre de chaque mois depuis janvier sur quelle est la Mhm. part de trafic généré par les LM versus le trafic total sur nos clients. Qu'on met à jour chaque mois. Ça permet D'accord, quantifier d'accord. l'évolution. Alors, tu as dit 10%, je pense que 10% c'était le volume de requêtes. Nous, en termes de trafic pur, Ouais. on est passé de 0,22% en janvier à 0,76 ce mois-ci. Donc c'est x3, ça reste assez faible, Mhm. et on est sur le marché français, donc peut-être qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus. Mhm. Mais en tout cas, ça reste assez faible. En revanche, ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses. C'est ce qu'on appelle le CTR. Le CTR, c'est le taux de clic. Sur 100 requêtes, sur ChatGPT, combien de fois tu cliques sur un lien? Aujourd'hui, sur ChatGPT, sur 100 requêtes, tu cliques une fois sur un lien. Sur Google, sur 100 requêtes, tu cliques 30 fois. Donc il y a un différentiel de 30. Par contre, ça veut dire que Sur, quand même, sur sur Google, ChatGPT, sur Google, tu cliques, ouais, t'as dit, excuse-moi? 30 fois Une sur fois? 100, grosso Merci. modo, 30 fois. Là, sur ChatGPT, tu cliques qu'une fois. Donc c'est-à-dire qu'en termes de clics, effectivement, tu en as beaucoup moins. Par contre, en termes de requêtes en 30, tu en as beaucoup plus. C'est-à-dire que le ratio, il n'est pas de 1 à 30, mais il est de peut-être de 1 à 5, 1 à 7. Enfin voilà, donc, déjà, donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gros impact, il va être dans euh, l'évolution des instruments de pilotage de la performance d'une boîte. D'accord. Classiquement, quand tu fais du marketing, on va suivre le volume de clics, on va suivre le CA généré depuis les leviers classiques qu'on connaît, donc du Google, etc. Et ben ça, c'est amené à se réduire. Et donc, on va avoir de plus en plus du mal à attribuer la performance commerciale aux actions marketing. Parce que bah, quand tu fais une requête ChatGPT, tu as ta réponse qui est intégrée, tu cliques pas, Mhm. tu vas aller en magasin ou tu vas acheter directement ensuite sur Google ou enfin, via une requête naturelle, bah ça, tu vas pas pouvoir l'attribuer à ChatGPT. En revanche, bah, l'intention ou la découvrabilité, elle vient de ChatGPT. Donc ça va être le vrai défi, je pense, des directions marketing. Donc on arrive de plus en plus vers un monde qu'on appelle zéro clic. Faut prendre des Oui, passettes, hein. Aujourd'hui, sur Google, le zéro clic, c'est déjà 60% des requêtes. Tu as 6 requêtes sur 10 qui ne génèrent pas de clic, soit parce que la réponse est intégrée. Si tu tapes météo Orléans, bah, tu as ta réponse qui est directement, tu pas besoin de cliquer. bien Mais sûr. c'est aussi parce que des fois, la qualité des propositions, elle est assez faible. Et ben, c'est 60% sous la pression, je pense, des usages de ChatGPT, etc., est passé à 70% sur Google. Donc, on a eu 10 points de plus de requêtes qui n'ont généré aucun clic. Parce que Google a déployé AI Mode et AI Overview, mais parce que aussi, je pense que aujourd'hui, on a une habitude qui fait on, on a une sorte de clic fatigue qui doit s'opérer. Moi, le premier, hein, le moindre clic qui me demandait, c'est un effort surhumain aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et donc, des fois, tu te contentes juste du titre et de la métadescription, et puis ça suffit quoi, pour faire l'affaire. Bien sûr, bien sûr. Hem, Est-ce qu'il faut avoir le courage aujourd'hui, vraiment? Est-ce que c'est un exercice que tu pousses tout le monde à faire, de, monitorer sa présence, dans ChatGPT sur certaines requêtes? 100%. Je pense que si tu le fais pas, tu passes à côté du sujet. Et ça, c'est Ouais. souvent une bonne façon de commencer à en faire un objet central d'organisation. Donc nous, Mmh. ce qu'on a fait, et cette conviction, à tel point qu'elle est forte, c'est qu'on a créé même un outil interne. C'est ça donc On aurait pu LLM passer. ranking alors, c'est Voilà, c'est ça? ça. Bah, je me rappelle plus qu'on avait parlé, mais effectivement, c'est l'élément banking, tu as raison. Qu'on met à disposition de 100% de nos clients. Et même les clients qui ne veulent pas payer dessus, on leur met à disposition en façon limitée. Parce qu'on se dit, il faut qu'il y ait une prise de conscience. On veut qu'ils voient la donnée, qu'ils se disent ah ok je suis à la rue ou je suis pas à la rue, et on veut que ça entre dans leur schéma mentaux. Et donc effectivement donc cet outil-là va permettre de mesurer sa visibilité. Aujourd'hui, la Et grande je mets ma différence. marque, Pardon. mon Ouais, produit, et derrière, bah, de manière un peu anonyme aussi parce que ça je pense que c'est intéressant, pas comme si c'était moi que je c'est travaille ça. pour la marque,
donc un peu plus objective, ça va me donner ma position dans les LLM, c'est Ça, ça? en fait, c'est de manière randomisée, on va reproduire les 10, 20, 100 prompts qu'on a identifiés comme étant pertinents, et on va les faire tourner chaque jour, etc. Et Mhm. avec des IP différentes, etc., pour éviter les effets de biais, les effets de répétition comme on peut avoir, Ouais, où on encapsule l'historique de recherche. En revanche, là aujourd'hui où on n'est pas bon dans le marché, mais parce que techniquement c'est pas possible, c'est qu'on n'a pas le volume de requêtes associé. C'est-à-dire que les prompts qu'on va définir, on ne sait pas à quel point ils sont utilisés de façon fréquente ou non fréquente. Ce qui n'est pas le cas sur Google. Sur Google, tu as les volumes de mots-clés qui sont associés, donc tu peux te dire, bah, si je suis dans l'assurance, a priori, je sais que ma top requête, c'est assurance auto, souscription assurance auto et simulation ouais. assurance auto. Sur ChatGPT, assurance auto, personne ne le tape, hein, a priori. Mais ça va être plutôt une volumétrie très importante de petites requêtes, enfin de longues requêtes, pardon, sur quelle est la meilleure assurance auto pour un jeune diplômé qui habite Orléans, etc., etc. Et donc ça, pourquoi on n'a pas accès à ce volume? C'est que simplement, bah, les API sont pas ouvertes. Mais je pense que Mhm. ça va changer parce que ChatGPT est en train de lancer sa plateforme payante pour faire Bien sûr. du SIA. Et la seule façon de convaincre des annonceurs de payer, c'est de leur associer des volumes. C'est-à-dire que tu n'as aucun annonceur qui va dire je vais faire du sponsor sur ChatGPT si je ne connais pas le volume de tel et tel prompt, si je ne connais pas le potentiel marché de ce prompt, etc. Donc je pense qu'ils vont mettre à disposition cet outil sur 2026 parce que c'est dans leur roadmap hein, de proposer cette plateforme de monétisation. Ah, alors, ça, c'est très intéressant, Jérémy. Donc, tu nous le confirmes, toi, tu es bien renseigné là-dessus. Bah, au début, Sam Altman avait dit qu'il était contre, en tout cas, philosophiquement, en tout cas, les ads dans le chat GPT. Ce que tu nous dis, c'est que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les mois qui viennent. C'est ça? Ouais. Bah, j'ai même écrit un article là-dessus. C'est un concept qui est intéressant, il est pas de moi, mais qu'on appelle la merdification. C'est-à-dire quoi? Je l'ai vu Tu l'as et vu? j'ai Ah, tu vas en beaucoup parler, apprécié. d'accord. J'ai beaucoup Ouais, apprécié la ouais, merdification. Bah, c'est vas-y ça. alors, Ça dis-nous. veut tout dire, c'est-à-dire bah, à mesure qu'une plateforme ou qu'un service se démocratise, il tend à perdre en qualité. L'exemple, on a tous des exemples, c'est Facebook, c'est Netflix, etc. Et je pense que ChatGPT est typiquement dans cette croisée de ces chemins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont de l'argent à flot, c'est l'argent magique, etc. Donc ils crament et ils misent tout sur l'expérience et sur le fait de capter un marché quitte à pas être rentable. Demain, quand on va leur demander effectivement une trajectoire de rentabilité, eh ben, ils vont devoir monétiser leur service plus qu'aujourd'hui. À date, ils le monétisent de deux façons. Ils le monétisent effectivement via les abonnements, et ça c'est plutôt malin d'avoir fait ça, et via l'utilisation de leur API. Je schématise. Oui, tout à fait. Sauf qu'à date, 70% sur les voilà. abonnements, 30% via l'API aujourd'hui sur le chiffre d'affaires de ChatGPT, tout à fait. Et donc à date, on voit que c'est un modèle qui, malgré le flux finalement, ils arrivent à générer plusieurs milliards, mais c'est un modèle qui perd plus qu'il ne gagne, hein. Pour chaque euro gagné, ils en perdent deux, grosso modo. Mhm. Ce qui est évidemment pas viable. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu, il y a un document financier là, sur leur trajectoire 2026-2030 qui a fuité, où on voit une ligne marquée 2026, monétisation des free users. Bon, bah, moi, travaillant dans la pub, monétisation des free users, je comprends très bien ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que, grosso modo, on va avoir une sorte de web à deux vitesses, entre guillemets, c'est-à-dire que un peu comme YouTube le fait, c'est-à-dire que tu payes ton ChatGPT Premium, tu n'auras pas de pub, mais ceux qui ne payent pas, ce qui est là où se trouve la masse d'utilisateurs, bah, ils vont sûrement avoir des pubs. Alors après, de quelle façon, comment, etc., ça c'est la grande question. Comme tu le sais, Perplexity a lancé la partie pub il y a un an. Ouais. Échec total. Ouais, Aujourd'hui, c'est ouais. 50 000 $ générés par Perplexity en pub en un an. J'ai calculé, c'est 0,01% de leur CA sur l'année, quoi. Ils l'ont lancé en bêta sur 20 ou 30 annonceurs. Ils savaient pas trop Mais quel alors, modèle, tu vois, avec une plateforme pas robuste. après monétisation des free users, non mais c'est passionnant. Donc, monétisation des free users, moi je le voyais différemment, tu vois. Je me disais, est-ce que tu n'es pas plutôt sur une commission d'affiliation? Tu vois, bon, bah, aujourd'hui, on voit qu'ils nous sortent le checkout hein, dans le chat GPT. Tu vas pouvoir acheter des produits directement via notamment les accords qu'ils ont avec Stripe, ce qu'ils ont construit. Ouais. Potentiellement, je suis utilisateur gratuit, mais j'ai renseigné ma CB dans le chat GPT. Je vais m'acheter une paire de chaussures chez Eram. ChatGPT prend une petite com d'affiliation, tu vois. Mais Bah, moi, je pense que vu les c'est volumes, peut-être les deux, hein, surtout. Hein, enfin, si le fameux CTR reste à 1%, c'est-à-dire qu'ils ouais, vont pouvoir monétiser que 1%, enfin moins de 1%, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, eux, le gros des effectifs, il est sur la requête, il est sur le ouais, prompt. ouais. Si t'as que 1% qui clique, et après sur les 1%, il y a peut-être que 1% ou 10% qui achètent,
Tu vois ce que je veux dire? Leur entonnoir de vente ou de monétisation, il est très faible finalement sur la fin. Donc je pense Oui, qu'effectivement, vas-y. mais je te dirai à ça. Non, mais Ah, ok. attention, on verra justement, et ça va être très intéressant de suivre ce qui se passe. Mais ce que je me dis, c'est que si par contre ils arrivent à vraiment progresser sur leur solution et que ChatGPT devient par exemple incontournable, tu vois, sur me trouver le vol le moins cher qui répond à mon besoin, tu vois, pour partir en Égypte en avril prochain. Bah, tu vois, si je fais confiance une fois à ChatGPT, que je sais que j'ai le moins cher, un petit peu dans la manière des GPT dont on parlait tout Ouais. à l'heure, je l'utiliserai de manière systématique. La première fois, je vais être sceptique, c'est un montant important, mais s'il me faut un bon boulot par rapport à ça, il est tout à fait possible que tu vois, tu aies une conversion qui soit plus importante parce on se fie, tu vois, plus à ChatGPT sur ce type de recherche euh, et de et tu vois, un billet d'avion, on sait que c'est quelque chose qui est plutôt qui vaut cher, on va dire, Onéreux, hein, ouais, évidemment. Ouais. un gros panier. Donc, je pense qu'on va voir. Ouais. Voilà, Et ouais. pourquoi on se fie? Voilà, c'est marrant parce qu'on a fait une étude à Ipsos Ouais. sur l'évolution des usages de la recherche en France. Et Mhm. il y a deux choses qui sont hyper intéressantes. C'est à quel point vous êtes dérangé par la publicité sur les différentes plateformes que l'on vous liste, donc les moteurs de recherche, les IA, etc. Et en fait, il y avait le même nombre de personnes, Très il intéressante. y avait Alors, 33% je peux te dire, je suis très dérangé. vas-y. En tout cas, je peux te dire un truc, je suis très dérangé sur Prime Video quand je Ouais, bah regarde c'est une ça. série. C'est le numéro un. Franchement, C'est le numéro un. c'est un Quatre cents carnage, millions. Ouais. c'est l'enfer. À chaque fois avec ma femme, on se regarde, on fait non, c'est pas possible, t'es dans ta série. Enfin, je te donne un peu un exemple que je vis tous Ouais. les jours en ce moment. Et après, oui, bah, je vois sur, en effet. Et après, bah, sur Insta, t'en prends quand même pas mal. Bah, Mais c'est le je deuxième. t'écoute, Ouais, non, dis-moi. non, mais tout simplement, il y a trois choses qui sont intéressantes. C'est que d'une part, il y a un tiers des personnes qui sont dérangées par la publicité sur les moteurs de recherche classiques. Donc à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a deux tiers qui ont accepté ça comme étant un passage obligé et pour qui ça va. Et à l'inverse, il y a aussi un tiers des personnes interrogées qui sont dérangées par la publicité sur ChatGPT Perplexity. Chose qui n'existe pas aujourd'hui, ces publicités. Et donc, tu vois, c'est-à-dire que mentalement, ils ont dit, OK, le schéma qui existe sur Google, il est présent sur ces moteurs-là, ce qui est faux. Et donc, je Waouh. pense qu'il va y avoir une acceptation. Ouais. C'est là où moi, je renverse le truc, c'est que je pense que aujourd'hui, si c'est bien amené, et je pense que ça sera bien amené par ChatGPT, il va y avoir une acceptation assez facile. Alors, peut-être les premiers, comme d'habitude, c'est-à-dire que les premiers happy few vont être indignés en disant ah ChatGPT a trahi sa promesse d'origine, etc. Et moi je ferai sûrement partie d'eux, donc c'est pour ça que je le dis comme ça de façon directe. Mais le gros du marché va être plutôt ok avec l'idée qu'il y aura des publicités, je pense, sur ChatGPT, et donc ce serait une erreur stratégique de ne pas le faire. Par contre, Hmm. effectivement, il faut l'amener, etc. Et d'ailleurs, il y a une offre d'emploi, on a vu, hein, tu as dû la voir, hein, ils sont en train de recruter une équipe pour créer une plateforme de monétisation. Donc c'est là où je pense qu'effectivement, ils vont jouer cette carte, ils vont la jouer à fond. Et il y a beaucoup de marques qui, Je te rejoins. Et ce que j'ai vu, en tout cas aussi hier, c'est qu'il y avait un truc. Là, je te rejoins complètement. Regarde, ce que j'ai vu, moi, c'est il y a un truc de dingue sur les anciens de Meta qui vont chez ChatGPT, à tel point que c'est devenu un problème et un blocage. Ils ont un Discord à part ou un Slack à part chez OpenAI. Et on te dit que, grosso modo, on est arrivé quasiment à euh, il me semble que c'est 20% des effectifs de OpenAI qui sont des anciens méta. Donc ce qui peut être problématique au niveau de la culture d'entreprise et tout ça, mais ce qui, de l'autre côté, quand bah, Meta, en tout cas sur exemple et modèle sur de la monétisation de Facebook et d'Instagram, bah, on sait très bien où ils sont allés et que ça a cartonné là-dessus. totalement. Donc ils savent faire. Ouais. Et le bon exemple, c'est Amazon. Amazon, ils sont gagnants sur le tableau. Ils sont gagnants à la fois sur la partie affiliation, c'est-à-dire que si tu vends en organique via Amazon, ils prennent une commission, comme en train de le faire ChatGPT avec Stripe, c'est l'exemple que tu partageais. Et ils ont lancé leur division publicitaire il y a une dizaine d'années, qui aujourd'hui génère plusieurs dizaines de milliards à telle enseigne que c'est la source de revenus numéro 3 de la boîte. Donc tu vois, moi je pense que tu peux faire les deux ponts quoi, assez facilement. Bien sûr. Merci Jérémy. Donc en tout cas, c'était très bien ton article sur la merdification, voilà, faut le dire, inspiré de Cory Doctorow, qui est quand même une référence. Et mais je vais juste sur ce que tu avais dit, parce que ça c'est quand même, je trouve, assez fantastique dans la tournure. On attendait l'AGI, finalement, on a eu du porn et des ads. Alors pourquoi est-ce que je dis ça?
Donc on attendait les GI, on a eu du porn et des ads. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, bah, en effet, les ads, on en parle depuis 5 minutes ensemble, et le porn, je fais référence, hein, de manière, en tout cas aux fonctionnalités du chatbot sur l'érotique, qui a défrayé un petit peu la chronique avec ChatGPT il y a quelques semaines. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, bah c'est intéressant, c'est-à-dire que dans ce genre d'aventure, alors ouais, moi je suis encore assez jeune, j'en ai pas vu un milliard, mais il y a toujours quand même, quand tu prends la parole, tu dois à la fois te prononcer vis-à-vis des investisseurs du marché, puis également vis-à-vis des utilisateurs finaux. Et donc je pense que quand même, d'un point de vue narratif, ils sont obligés de nous vendre le grand récit de la transformation de la société et de l'arrivée effectivement de l'intelligence artificielle généralisée. Mais après, dans les faits, bah, tu vois que cette année, il y a eu quand même quelques couacs quoi, chez OpenAI, qui est Ouais, une boîte fabuleuse, hein, tu vois, je ne remets pas ça en cause, mais il y a des choses en termes de delivery, tu vois, et donc ça te ramène quand même à la petitesse de l'humain et des contingences d'une boîte. C'est-à-dire que bah, tu as suivi plus que moi, mais sur la partie le déploiement de GPT-5 ou même de Sora 2, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont faire de cet objet réseau social, tu vois, qui aujourd'hui me paraît un poil bancal. Alors peut-être que ça va être un succès plus tard, mais tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il s'est positionné de façon ouais, ils l'ont fait pour le faire et voilà, en tout cas, c'est assez brumeux de mon point de vue. Donc voilà, je pense il faut être un poil modeste. Et sur la partie de l'AGI que tu mentionnes, c'est intéressant parce que tu as une vidéo je crois que c'est Larry Page, donc mhm, l'un des cofondateurs de Google en 2000, qui parle de ouais, l'AGI déjà en 2000, en disant nous, Google, notre ambition, c'est l'intelligence artificielle généralisée, etc. Bon, bah là, 25 ans après, ce qu'a fait Google, c'est incroyable. On est quand même loin, hein, tu vois, si tu veux, de ce niveau d'ambition. Donc, il y a un peu c'est ce vrai, côté récit, prophétie autoréalisatrice, quoi. Il faut qu'on en parle pour que ça advienne. Bon, je pense qu'on est à des années-lumière encore de bien sûr. ça arrive. Tout à fait d'accord. Merci Jérémy. Petite question sur, tu en parlais, en intro, mais donc on parle aussi en ce moment, tu sais, c'est, Dead Internet Theory, la mort d'internet. Maintenant qu'on a plus de contenu qui est généré que de contenu, qui est créé par l'être humain. Comment est-ce que tu vois les choses toi, sur, ce futur d'internet à l'heure de l'IA? Ouais, bah, ça me fait penser un peu à la mort de Google, quoi. C'est un truc qui, depuis 20 ans, 25 ans, on appelle à la mort de Google à chaque rupture technologique. Bon, bah, on voit que c'est pas, que c'est, il y a toujours un décalage entre l'évolution des usages, finalement, et les discours. Mmh, Moi, sur la mort d'Internet, c'est quelque chose qui a peut-être arrivé, on va peut-être le connaître de notre vivant, mais honnêtement, aujourd'hui, le 100% ou 95% du business, aujourd'hui, il est sur Internet, en tout cas sur les clients que j'accompagne, et il est ouais. sur Google. Et si tu veux, il y a une stat par exemple, qui m'intéresse beaucoup, c'est comment se comportent les utilisateurs plus de ChatGPT. Grosso modo, est-ce qu'ils abandonnent Google au profit de ChatGPT? Ben, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que ceux qui utilisent beaucoup ChatGPT, c'est aussi ceux qui utilisent beaucoup Google en proportion. Et donc, il y a Mmh. presque un effet cumulatif, c'est-à-dire que c'est des profils qui sont dans une dynamique de recherche, de comparaison qui est très importante par rapport à la web marché. Donc, moi, je pense, et je pense que l'exemple par exemple, des réseaux sociaux, c'est un bon exemple, l'arrivée d'un nouveau réseau social n'a pas tué l'ancien. C'est-à-dire Mmh. qu'aujourd'hui, Meta, il fait encore plus de profit qu'avant. YouTube a réalisé sa meilleure année aujourd'hui, alors qu'il a en face TikTok, qui est un monstre incroyable. Et donc, je pense qu'effectivement, il risque d'avoir des cycles d'évolution sur Internet et un gros truc qui va changer, c'est que bah, jusqu'à présent, on travaillait les sites pour être lus par des humains et un peu par les robots Google. Bon, bah, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, la ventilation, elle va peut-être évoluer. Et de plus en plus, on va aussi intégrer la dimension. Il faut que mon site soit crawlable, indexable, compréhensible, ou compris en tout cas par les robots. Mais en aucune façon, il faut arrêter d'écrire pour des humains. En aucune Mmh. façon. Ça reste le nerf de la guerre. Et dans 5 ans, on verra, mais je mets mon billet que ça restera quand même l'usage principal. Donc, faut surtout, on a des discours en disant c'est la mort des sites internet, la mort du web. Moi, j'y crois pas du tout. C'est des usages qui vont juste s'imposer. Ça veut pas dire que les agents IA ne vont pas nous aider, etc., pour des tâches spécifiques, mais je suis assez partisan de l'effet cumulatif, finalement, des ruptures. Bien sûr. Non, mais tu as raison, et quand je t'écoute, je me dis, tu sais, moi, je teste bien là, en ce moment ChatGPT Atlas, hein, le navigateur de OpenAI. Mais pour te dire, en fait, je me sers souvent de Google dessus, hein, pour Ouais. arriver sur un site, alors que je suis dans cet environnement à la base OpenAI sur un moteur Chromium. Donc, non, je comprends très bien. Jérémy, peut-être petite question pour aller un cran plus loin. Donc, merci pour tout ce que tu nous as partagé, en tout cas, et bravo parce que Eskimos est un acteur de référence sur ces sujets et je pense qu'il va le rester.
le futur du SEO, le futur le GEO, ça serait, ben, toute l'expérience que vous avez sur le SEO, je pense qu'elle va vous servir énormément. Euh, pour aller plus loin, peut-être deux sujets dont je vais parler avec toi, c'était les licenciements. Je ne sais pas si tu as vu, donc pas forcément un sujet joyeux, mais toi, tu nous as donné des news positives tout à l'heure par rapport à Eskimos. Les licenciements, on a parlé de 30 000 employés chez Amazon, 11 000 chez Accenture. La liste, elle est longue, hein, 48 000 chez UPS. Euh, on voit en tout cas là, en ce moment qu'il se passe quelque chose, hein, sur les derniers mois. Il y a quand même énormément de licenciements qui sont mis sur le compte de l'IA. Comment est-ce que tu vois ça? Comment tu ressens, toi, l'impact job IA? Ouais. Eh ben, moi, je vais peut-être un peu iconoclaste, mais j'ai l'impression que c'est la bonne excuse, l'IA. C'est-à-dire que sur ces Hmm. boîtes-là, si tu prends un peu l'historique sur 10 ans, 15 ans, la partie layoff, c'est hyper intégré dans leur culture et sur des cycles très fréquents, Amazon, ils vont licencier par palette entière des employés très méritants et pareil sur les GAFAM, etc. Donc, avant, ils le faisaient sans trop d'arguments en disant, bah, ok, on a peut-être trop. Ah, si, l'argument principal, c'est de dire, on a trop recruté avec le Covid et on dégraisse un Hmm. peu le mammouth, quoi. Bon, bah là, Ouais, ils ont ouais, trouvé un peu le nouvel argument bien sûr. massue, entre guillemets, et je pense que ça plaît au marché, ça plaît aux investisseurs. La vérité, c'est qu'il y a une étude, alors j'allais dire le MIT, mais je suis pas certain, donc je préfère ne pas dire la source, qui disait grosso modo, sur toutes les ruptures technologiques, il y a à peu près 10 ans, il faut attendre 10 ans pour voir l'impact sur l'emploi. Et donc, effectivement, peut-être de façon très pragmatique, très ponctuelle, sur une, deux, cinq entreprises, il va y avoir un impact immédiat. Je pense à Klarna qui en avait même fait une position. C'est-à-dire que le boss avait dit, OK, nous, moi, je licencie tout mon service client parce que l'IA fait mieux. Puis après, 6 mois après, ou un an après, il a dit, bah non, en fait, je vais quand même rembaucher une grande partie parce que l'IA fait pas mieux. Mais Ouais. c'est-à-dire que si tu sors de ces cas vraiment très spécifiques ou presque où ça tient de la culture ou du positionnement, et de ma petite expérience, et peut-être qu'elle n'est pas universelle, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'est pas sur des grands cycles de licenciement, etc. On est peut-être sur des hésitations, on est peut-être sur la frilosité. Par exemple, sur le marché français, la frilosité, elle n'est pas liée à l'IA, elle est liée au contexte politique, quoi, d'instabilité, où tu as du Hmm. mal à te projeter, quoi. Elle est vraiment, c'est plutôt ça l'argument numéro un, quoi. De pourquoi les boîtes ont du mal à se projeter et à recruter. Mais je suis assez d'accord avec toi et je pense que faut pas oublier qu'on est on est que 2 ans, que 3 ans après ChatGPT. Quand on a des études qui nous montrent une baisse des jobs sur les 3, 4 dernières années, bon bah c'est pas vraiment valide, hein. En vrai, les premiers mois de ChatGPT, il s'est pas passé grand-chose, et la première année non plus. C'est ce que tu disais. On était sur du bricolage, de l'expérimental. Après, bon voilà, on va voir ce qui se passe, mais je pense que tu as raison, il faut se mettre un peu plus sur le temps long et oui, oui, on fait porter aussi une grosse responsabilité. On met beaucoup de choses sur le compte de l'IA aujourd'hui, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Autre news que je voulais aborder avec toi, je ne sais pas si tu as vu hier, on a eu OneX, donc une entreprise de robotique qui a annoncé la livraison de son robot Neo, donc un humanoïde très sympathique, hein, qui fait 28 kilos. Donc on le voit, le Neo, il a un design assez incroyable, hein. On pourrait penser un petit peu à un produit Apple. Et ils nous ont dit qu'en fait, ce robot Neo, il allait être livré dès 2026 aux États-Unis, peut-être fin 2026 ou 2027 en Europe. Euh, c'est assez dingue. C'est la première fois qu'on voit un robot humanoïde aussi performant comme ça, aussi près d'être livré. Et il pourrait nous faire des tâches de ménage, de cuisine, toutes les activités qu'on peut faire à domicile. Tu peux le précommander pour 200 $ de déposit, et ensuite tu l'auras pour 499 $ en abonnement par mois, ou sinon un achat un petit peu en anticipé pour 20 000 $. Ça fait un petit peu l'effet d'un boom. On en parle beaucoup. Donc là, j'ai vu plein de gens qui sortent des trucs sur X. Je garde encore un peu ma femme. À ce prix-là, elle a plus d'options. Attention, hein, c'est vraiment du second degré. L'histoire de Terminator et de iRobot commence. Et après, un détail qu'on m'a rappelé, que j'avais un petit peu oublié, moi, en faisant mon déposit hier, les néos, hein, ils sont potentiellement téléopérés. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelqu'un derrière qui prend la main
pas forcément de manière systématique, mais si le robot a un souci ou s'il y a une manipulation difficile à faire. Donc quelqu'un qui est avec un casque VR et qui se retrouve téléporté chez toi via l'intermédiaire du robot. Comment tu vois ça, toi, Jérémy, la robotique humanoïde? Ouais, moi j'ai pas de. Je suis rarement dans la posture morale à préjuger en amont si c'est bien ou pas bien, honnêtement. Euh, Moi, je suis assez pragmatique dans ma façon d'être et de penser. Chez moi, par exemple, j'ai tout connecté avec du Google Home, etc. Alors, on est loin du robot, mais en tout cas, il y a des Ouais. choses assez interconnectées. Moi, je suis assez partisan de dire, bah, testons, et puis voyons à l'usage, quoi, si évidemment ça apporte plus de facilité que de contraintes. Donc non, je suis assez pragmatique. Et après, encore une fois, moi, j'ai l'impression qu'on s'inscrit beaucoup dans les effets d'annonce. Ça me fait penser un peu aux voitures autonomes. Alors, je suis pas un expert, mais en tout cas, vue de ma fenêtre, où pendant des années, on disait, bah tiens, ça arrive demain, etc. Ça en teste à Lyon sur un parcours de 2 kilomètres sur l'aéroport, etc. Bon, bah, la vérité, c'est que c'est toujours en test, quoi, et ça prend du temps quand même avant d'être déployé. Donc, voilà, je pense qu'il y a peut-être un peu encore une fois, de prophétie autorisatrice, où tu as une première entreprise qui sort du bois en disant, tiens, on est prêt à commercialiser. Tu vois, au Japon, ma compréhension, c'est que c'est des choses qui existent, alors peut-être moins matures, mais il y a des robots qui existent, qui aident des patients dans les maisons de retraite, etc. Voilà, donc, moi, je suis plutôt neutre par rapport à ça, quoi. Je me dis, bah, c'est peut-être qu'à Hmm. l'usage, ce serait intéressant, mais voilà. Je comprends ta position. Et après, de l'autre côté, on peut se dire, waouh, tu vois, encore un truc en plus et voir une accélération incroyable. Ça va être très intéressant de suivre si vraiment on a cette accélération sur les robots humanoïdes, en tout cas au domicile des personnes et dans les entreprises en 2026. En tout cas, franchement, ça serait un changement de monde assez incroyable. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci Jérémy. Deux petites questions de fin. AGI, super intelligence, ouais, qu'est-ce que tu penses de ces concepts? Bah, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je pense que c'est des concepts qui ont besoin d'exister et d'être animés. C'est-à-dire que ça nous donne quand même une, une vision cible. Et je pense que si t'as pas de grands, c'est un peu tu sais, la théorie américaine, c'est-à-dire qu'il faut avoir des grands discours un peu prophétiques, très lointains, mais qui permettent quand même de susciter l'adhésion et d'avoir un grand récit. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ça. Par contre, il faut y Un mettre de la un mesure. peu projet Manhattan, en fait, d'une certaine Exactement, manière. exactement. Avoir un truc et tu sais Ou que c'est loin, Apollo. tu sais que c'est difficile, etc. Mais si tu donnes Ouais. pas cette vision-là, tu fais pas les premiers steps un peu durs. Et donc je pense que c'est intéressant et je pense qu'il y a aussi un intérêt un peu économique aussi à mettre en place cette vision parce que bah, ça mobilise des ressources, ça mobilise des forces vives et puis tu arrives à avoir effectivement des investissements que tu n'aurais pas forcément eu si tu te disais juste bah, je propose une feature d'un agent conversationnel qu'on aurait pu avoir il y a 5 ou 10 ans sur un chatbot un peu évolué. Tu vois, le fait de le vendre de cette façon, bah, ça permet effectivement de débloquer des freins puis ouais, de susciter l'adhésion sur un grand discours. Après, je pense Hmm. que voilà, faut pas se laisser griser. Et encore une fois, on est tous dans le day-to-day, hein, dans le au Ouais. jour le jour, et on voit bien qu'on est à des années-lumière de ça. Euh, Tu vois, bah, je te parlais de mon Google Home, alors il est pas très intelligent, mon Google Home, il a du mal à comprendre quand je parle, etc. Sur ChatGPT, pareil, on a tous effectivement des choses qui, des fois, nous perturbent un peu sur des qualités, des fois, assez variables de résultats. Donc, voilà, je pense qu'on est encore assez loin de cet objectif qui me paraît quand même plutôt bon à avoir en ligne de mire, en tout cas. Hmm. Merci, Jérémy. Dernière question. Un livre, un film de science-fiction, si possible, à nous recommander. Ouais, bah moi je suis assez cinéphile en ce moment. J'en ai vu deux là récemment. Deux films français d'ailleurs sur l'IA. Ah, je Euh, crois que je te vois venir. ouais, Vas-y, ça m'intéresse. alors j'ai Dalloway que j'ai vu Ah oui, oui, ça a l'air pas mal. Avec Cécile de France, alors qui est belge, hein, comme on peut pas le deviner. Enfin si on sait, mais et Dalloway donc c'est intéressant parce que c'est une maison d'artistes qui est 100% managé par une IA. Et donc chaque artiste est dans un appartement isolé, il a une IA propriétaire entre guillemets, en tout cas. Et en fait, cette IA, derrière, on comprend que c'est une sorte de Google qui gère ça, hein. Et Hmm. en fait, ils butent sur la frontière émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils disent, grosso modo, on a créé une super IA qui a un petit côté autiste, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, donc qui est très bonne sur des choses très factuelles, mathématiques, scientifiques, etc., mais qui est complètement à la rue sur la partie émotionnelle. Et donc, c'est grâce à cette maison où ils sont connectés à des artistes, ils veulent faire franchir finalement cette frontière émotionnelle, intuitive à l'IA. Et en fait, l'IA, bah, tout le monde du film, ça aspire
comme une tique finalement les variations, les fibres de l'artiste. Et donc ça, moi j'ai trouvé hyper intéressant. En plus, c'est un film français, Ok, donc moi, j'aime bien le cinéma français. Euh, trop bien. et le deuxième, c'est Chien 51. Voilà, Ah, c'est celui que j'attendais voilà, c'est aussi. ça. Mais du coup, c'est pour ça que je l'ai Alors, gardé à la fin. Donc c'est bon. Gilles Lelouch, là, c'est ça, Voilà, réalisé. bon, avec Adèle Exarchopoulos, etc. Enfin bref, c'est la bande Oui, à Jiménez là qui est, donc il est un peu exact. moins bien que ces deux derniers films que j'avais vraiment adoré comme Bac Nord, etc. Mais bon, bah, on est dans un Paris un peu uchronique qui est divisé en trois zones, où on peut pas passer d'une zone à l'autre, etc. Et évidemment, en fait, il y a un système, le ministère de l'Intérieur a déployé un système de une sorte de Big Brother, grosso modo, où tout le monde est fiché, pucé, etc. Et il y a des drones qui circulent de partout, qui capturent effectivement le visage des suspects, et puis interviennent de façon sans forme de jugement, on va dire, quoi, de façon un peu dure. Et donc voilà, c'est deux films qui font réfléchir. On est loin de ça. Hein. Moi, j'ai pas du tout une approche catastrophique de l'IA, des technologies, mais en tout cas, j'aime bien le côté poussons un peu la logique jusqu'au bout pour voir un peu où ça pourrait nous amener. Ah, mais bien sûr, non, mais tu as raison, super intéressant. Et donc, de Cédric, réalisateur Cédric Jiménez avec Gilles Ah, Lelouch. Et je pense que c'est intéressant en tout cas, ça permet de se poser des questions et de les incarner, exactement. de les représenter. Et c'est top qu'on ait ce cinéma français qui nous propose deux films comme ça à l'affiche en ce moment sur ces sujets incontournables. Euh, et c'est très bien parce que comme il y a aussi Arès de Tron, Que j'ai vu euh, aussi. alors, bah, dis donc, t'es fort. Moi, j'en ai vu aucun des trois. J'ai pas eu le temps. Je voulais y aller. C'est ça. C'est très fort. Mais je crois qu'il est un peu dystopique, le Ares. Enfin, son titre 100%, ouais. Ouais. dire aussi. Hein. Donc, c'est bien d'avoir aussi cette alternative française. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Trop bien. Jérémy, un grand merci pour ta présence C'est sur, à toi, sur Nicolas. le podcast. C'était passionnant d'avoir un expert comme toi sur ces sujets de GEO, sur ce qui va se passer en tout cas sur la recherche sur Internet, la présence des marques. On peut te suivre sur LinkedIn. On peut suivre aussi Eskimos, évidemment, ton agence. Je trouve que tu fais du super contenu sur ces sujets GEO pour moi, tu es un peu une des références en France. Donc, bravo. Merci. Merci de nous avoir partagé tout ça. Je pense qu'on peut encourager nos auditeurs et nos spectateurs, parce que je les encourage toutes les semaines à aller s'abonner sur YouTube, mais on peut les encourager à Comptoiria. On peut les encourager aussi peut-être à aller tester leur marque sur votre outil de LLM ranking. Je pense Tout que à ça fait. peut être intéressant pour eux. Première étape, c'est la première étape pour commencer à mesurer un petit peu notre présence pour l'améliorer par la suite. Hein. Tout à fait. Et puis Cincinnati a au moins téléchargé les baromètres sur leur industrie. Comme ça, ils verront tout de suite comment se positionnent les concurrents. Donc, ça donne une première touche intéressante. Magnifique. Merci beaucoup Jérémy et à très bientôt. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt.